What we've seen over the last 15 years or so, since the environment has started to become part of the humanitarian assistance framework, is that organizations have progressively included more aspects of the environment in the work that they do. Whereas years ago, it was really a question of looking at the environment after the disaster. Today, people are incorporating environmental issues directly into the disaster response. And this is good progress that's being made, but the challenge that we face is that it's not being made consistently. And there's not a real understanding of how considering the environment is actually core to providing successful humanitarian assistance. There's still a lot to be done, and particularly harmonizing the policies, the do no harm concept with actual practices on the ground. We need to start incorporating environmental issues into the decision-making process and into the assistance we provide. The way people live in their environment, the houses they build, where they build the houses, where they get their water supply from, all these aspects are about the environment. Qu'est-ce que c'est comme mélange là? C'est la terre blanche avec de l'eau, le beurre de qualité et puis des racines de l'arbre. On mouille ça pendant une semaine et puis on commence à travailler. Ici, là, dans la voûte, ça vaut 10 ans. C'est une bonne maison. Si tu as construit cette maison, tu n'as plus besoin de bois, tu n'as plus besoin de tôle, ni rien. Son dépense est un peu moins. Et ici, en Afrique, déjà, on a un problème qui est en train de venir. Parce qu'on voit que les forêts commencent à disparaître. Déjà, on sait que maintenant, on peut construire une maison sans utiliser de bois, sans utiliser de fer. Le programme a commencé en 1990. Moi, j'étais paysan. Donc j'ai rencontré Thomas. Thomas, lui, c'était un maçon français. Il a mené le programme de la voûte nubienne. Donc avec lui, on a essayé notre première voûte ensemble. Personnellement, j'étais très content. Parce que moi, je dormais maison en bois à ce temps. Donc maison en bois, il faut chaque 2 ans et refaire le toit encore. Il faut descendre le toit, il faut aller couper les arbres. Donc si on trouve qu'on peut prendre la terre locale pour faire une maison, c'est là maintenant qu'on a commencé, on a mis le programme en route pour voir comment on peut vulgariser ces techniques. Il y a beaucoup de maçons qui ont appris la technique et même ils sont en train encore d'apprendre les autres. Pour nous, la voûte nubienne est une solution pour le Sahel. Et actuellement, on voit qu'il y a beaucoup de vent, des insuffisances de pluie, la désertification, en tout cas, il y a beaucoup d'arbres qui crèvent. Donc, construire en voûte, solution au niveau de l'environnement, on sauve les arbres en construisant les voûtes. Au niveau social, on a les jeunes qui ont des emplois. Et au niveau économique, quand ils construisent, ils n'ont pas acheté la tôle, donc une économie renforcée. Both those who are affected by a disaster, but also the organizations providing assistance at the ground level, they may be actually doing things that are supporting improvements to the environment or minimizing negative impacts on the environment, just in the way that they do things, not necessarily changing a project's objectives. And so that's an area that we want to pay a lot more attention to in the future. I'm coming back from Zahle towards Beirut. I work in different locations in Lebanon, so I have different movements, and my movements are having an impact on the environment. So the initiative of vehicle sharing came out of very common sense and basic observation that NGOs were running the same journeys and on the same roads. Transport and mobility accounts for a big part of the NGO's budget. But not only, it also accounts for a big part of their environmental footprint. Therefore, engaging in such initiative of vehicle sharing allows to tackle both issues at once. So a car sharing scheme consists in increasing the number of passengers per vehicle. This allows the vehicle running on the road to be less.
And this has two positive impacts. One on environment, we have less CO2 emission and as well as other gases emission. We also have less traffic jam and we have less noise. But it has also an impact on the costs, as it allows to reduce the rental or purchasing cost of a car. It's insurance costs, of course, but last but not least, reduce the fuel consumption cost, which accounts for a big part of the NGO's budget. So the initiative has been running for the last 5 months now. In terms of challenges, we have identified this can be narrowed to the main challenge, which is change management. It's true that for agencies, this initiative involves collaborating with other agencies. That's not always easy and not always a strength in our sector. But also for logisticians and for fleet managers, it means working another way. They were used to deal with their own fleet. Now they need to collaborate with other colleagues from other agencies. And last but not least, for passengers and for users, it also involves some slight changes into their habits. It makes me feel less guilty to do so many movements per week. So less pollution, less negative impact on the environment. And sometimes it's nicer to have company in the car and to discuss and to share things with colleagues from other NGOs. Looking forward, we may be at the cusp of a shift where environment no longer becomes an afterthought or an unusual thing that's seen or done, and it becomes part of the normal process of providing assistance. Avec tout ça, on va essayer de faire un extincteur pour si jamais il y a le feu qui commence, on le stoppe pour éviter que ça se propage. ECO est une petite association qui teste et expérimente des actions positives et innovantes pour trouver des solutions à nos problématiques sociétales. Et son plus gros projet aujourd'hui, Low-Tech et Réfugiés, d'abord lancé à Lesbos, présent aussi du coup à Briançon, sur un territoire de montagne à la frontière Italie-France, très marqué par et la migration et des enjeux déchets, environnement. Donc où on déploie des activités avec les personnes exilées, avec des personnes pas que exilées, où on apprend et on s'apprend les uns les autres. Donc qu'est-ce que c'est que des systèmes low-tech? Ce sont des solutions technologiques qui ont pour particularité d'être utiles, d'être accessibles tant d'un point de vue financier qu'en termes de compétences, parce que justement on peut les fabriquer et les réparer soi-même. Et troisièmement, fabriquer avec des matériaux locaux, issus de la récupération, biosourcés, des solutions techniques qui vont être réparables, qui vont être peu énergivores, peu polluantes. Donc des exemples de systèmes low-tech, c'est par exemple un cuiseur solaire, une éolienne maison, un frigo du désert. La dernière fois, j'étais parti à la déchetterie, j'ai vu plein de vélos comme ça sont jetés. Les gens, si on récupère et qu'on repart, c'est bien au lieu de jeter. Parce que si tout le monde jette les vélos, je pense que c'est pas bien pour l'environnement. La plupart des actions dans l'urgence humanitaire, ça consiste à apporter une couverture, apporter un toit, des aliments. Du coup, d'intervenir au tout début à Lesbos avec Low-Tech et Réfugiés, alors qu'on est dans un contexte d'urgence, sur une approche on fait avec les personnes, pour les personnes, par les personnes, c'est très différent des approches conventionnelles. Et en valorisant du coup les savoir-faire des bénéficiaires et en valorisant les ressources considérées comme des déchets qui sont disponibles sur le territoire. La démarche low-tech, c'est plutôt une approche globale, systémique, qui va venir interroger des pratiques pour justement les rendre plus cohérentes lorsque des enjeux environnementaux ont eux-mêmes des impacts sociaux, économiques. On peut vraiment s'approprier cette démarche low-tech à tout plein de niveaux et surtout à une échelle stratégique et aussi dans le rapport qu'on a avec les personnes bénéficiaires, de pouvoir aussi mieux les intégrer dans les économies locales et pas de dépendre de connaissances, compétences qui ne sont pas disponibles localement et qui du coup fragilisent la résilience de la population dans le temps. Au début de notre projet avec ECO, on avait fait des formations sur l'environnement. Ils nous ont expliqué plein de trucs que moi je voyais en Afrique qui dégradaient un peu le continent, mais je ne me rendais pas compte que c'était dû à plein de choses que l'ECO m'a expliqué.
So because humanitarian organizations are pretending to serve the people that are going to be the most affected by climate change, it's important that they do so without contributing to the problem itself. Humanitarian organizations need to think about their environmental impact, like everyone else. They need to make the effort and to contribute to mitigating the problem. Aujourd'hui, on peut plus, selon moi, segmenter les choses et avoir une approche pansement. En tout cas, dès qu'on a les moyens d'avoir une approche plus cohérente et de lier les choses, c'est important qu'on le fasse. Ça permet d'avoir une action en profondeur sur les causes des problèmes et pas juste sur les conséquences. In some cases, you can't avoid the damage. You may need to cut down trees or to flood an area to save lives. But if you can come in and address those issues later, that's a really important thing to do.